Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 3 de C'est qui en pôle. Donc toujours un plaisir de vous proposer un nouveau numéro et de retrouver Steph pour cette après-course du Grand Prix d'Argentine. Comment ça va Steph ? Ça va excellemment bien, je te remercie. On a eu un magnifique Grand Prix à beaucoup d'égards. Et toi-même, je te retourne la question. Est-ce que tu as kiffé, comme disent les jeunes? Ah bah oui, de très beaux week-ends de course. Donc c'était vraiment plein de rebondissements, plein de choses à dire. Donc c'est vraiment un bel épisode qui va arriver. Comme on vous l'a fait pour le numéro 2, on va vous parler donc du numéro, c'est-à-dire le numéro 3. J'en ai quand même trouvé un bon. On va parler de Massimiliano Biaggi. Eh oui, je sais pas comment on va l'appeler, mais bon, voilà, on va l'appeler Biaggi. L'empereur romain. Ah c'est vrai, je cherchais son sobriquet. Voilà, c'est l'empereur romain. Donc Biaggi a porté le numéro 3 pendant toute sa carrière. Donc il a quand même été 4 fois champion du monde 250 de 94 à 97. J'ai pas regardé exactement dans les historiques, mais c'est quand même une belle, rien que pour ça c'est une belle perte. Et après il va faire 8 ans en 500 cm3 et après ce qui va devenir le MotoGP. Alors c'est un gros palmarès, il va être 3 fois vice-champion du monde MotoGP, 3 fois 3ème, 1 fois 4 et 1 fois 5 entre 98 et 2005. Gros palmarès, même s'il a jamais été champion du monde en catégorie reine, il a quand même participé 8 ans et fait quand même des belles places sur les années. Ouais, c'est vrai, c'est marrant, parce que je m'excuse de te couper, mais dans mon inconscient, il a été tellement mis en contradiction avec Rossi, par les faits et par les médias, que j'aurais vu un plus gros client, si j'ose dire, par rapport à Rossi vis-à-vis des championnats du monde. Certes, il fait vice-champion, attention, mais il n'a pas de couronne en catégorie dite reine. 3 fois 2ème, 3 fois 3ème. Donc c'est vraiment quand même une belle régularité sur la carrière. Après, il part en Superbike de 2007 à 2012 et il sera 2 fois champion du monde en 2010 et 2012, donc pour sa dernière année. Et c'est là qu'il va y avoir le plus petit écart de points, c'est-à-dire un demi-point d'avance sur Tom Sykes, si je me trompe pas. Oui, parce que c'était l'année du 0,5, étant donné qu'il y a eu des courses neutralisées. Exactement, je crois qu'il y a eu une course qui a été... parce que eux ne font pas de flag to flag, et si jamais ils sont obligés d'arrêter la course avant un certain seuil, je sais plus si c'est la moitié ou quoi, on garde le classement, mais on distribue pas la totalité des points. C'est pas la même barème, d'où le 0,5 points. C'est ça, mais bon, il est quand même champion cette année-là, je crois que ça se joue à Manicourt. Alors comme tu l'as dit, Biaggi, ça a été donc le gros adversaire de Rossi, parce que Biaggi était déjà en MotoGP quand Rossi est monté, et donc ils ont quand même livré des bastons assez mémorables en catégorie reine. Donc les deux Italiens, ils ont pas arrêté de se chicorer sur la piste en conférence de presse. Alors moi, j'ai découvert Biaggi surtout par son coup de coude au Grand Prix du Japon 2001, donc sur Rossi, donc dans la ligne droite des stands, donc devant tous les techniciens, tous les team managers qui sont sur le muret à regarder les bécanes passer, à pas noter, et donc on voit clairement Rossi essayer de faire l'extérieur à Biaggi, et Biaggi écarter le coude pour mettre Rossi dans l'herbe, et donc Rossi lui garde un petit chien de sa chienne, puisque le tour d'après il le passe et il lui fait un beau doigt d'honneur. Ça marquait surtout la 500e victoire de Honda en GP. Donc je sais pas si tu te rappelles de ce moment-là, si tu l'as vu toi, si tu l'as revu depuis. Revu en fait, parce que j'avais toujours cette image de Biaggi un peu brouillée, l'image brouillée c'est pour être poli. Après je suis allé revoir un peu les faits, et j'ai vu notamment ça qui est la place d'armes la plus célèbre, parce que ça faisait aussi Rossi qui se faisait sa place en fait, c'est exactement de là j'arrive, et pour le coup ça signait, parce que Rossi est fort pour asséner des coups au moral, tout comme il a entre guillemets détruit Giberno, mais c'est pas entre guillemets, parce que comme par hasard, une fois qu'il a fait un bloc pass à Giberno, ce dernier a disparu des radars, il n'a plus jamais scoré quoi que ce soit, enfin je prends un raccourci. Donc au niveau du mind game, même tout jeune, Rossi, il était là. Ah oui, ça c'est évident. Et bon, après, voilà, faut voir le contexte où tu es. T'as deux Italiens qui sont sur des motos donc non italiennes. À l'époque, ils étaient tous les deux chez Honda Yamaha. Il fallait être le meilleur Italien sur la piste, c'est tout. Rossi, quand il arrive, il a clairement un objectif, c'est d'être devant Biaggi. Et ça va créer une très très grosse rivalité entre les deux. En 2001 aussi en Catalogne, où ils vont se frapper visiblement. Alors je sais plus si c'est en conférence de presse ou en salle d'attente avant podium, mais il y a un moment où il y a une porte qui se ferme, et a priori quand ça ressort, c'est... Ouais, si j'en crois le livre de Michel Turcot, je crois que c'est lui qui a écrit ça, que j'ai lu, ce serait avant le podium, dans la montée au podium, à base de un peu comme dans les footeux quand ils se mettent sur la gueule dans les couloirs des vestiaires. Vas-y, qu'il y en a un qui a poussé le manager de l'autre et vice versa, ils se sont mis 2-3 tartes quoi.
Ouais, bah, je me suis pas trop documenté non plus sur ça, mais c'est vrai que bon, entre les deux, ça a été très très houleux. Hein. Bah, même encore maintenant, hein, quand des interviews de Biaggi sur la grille, parce qu'il vient faire son ancien. Il vient souvent, ouais. Comme à l'amicale des boulistes, là, sans tout le respect que je lui dois quand même. Hein. Mais à chaque fois qu'il y a une interview, tu vas bien voir que jamais il va citer Rossi ni dans les challengers ni dans les favoris. Exactement. On va dire que c'est un oubli poli de citer Rossi. Alors, on se refait pas. Hein. Ah bah non, ça c'est clair. Comme tu dis, on se refait pas. Hein. C'est Biaggi. Biaggi, après c'est un grand pote à Lorenzo. Pas comme les tennisman qui se tapent dans le dos genre qu'est-ce que je t'en ai mis en 89, souviens-toi. Ça va, t'as pas trop mal au bras. Voilà, ou comme quand courir il fait allégeance à Edberg pour dire il m'a défoncé. Voilà. À l'époque, 20 ans après, parce que les mecs ils s'en foutent quoi. Non, Biaggi il est loin de s'en foutre. Hein. Peut-être aussi parce que Rossi court encore. Et qu'il a peut-être légèrement les boules. Mais la dernière petite anecdote sur Biaggi, c'est quand même un des rares pilotes à avoir gagné un Grand Prix sur 2 machines différentes, hein, puisqu'il y a Vignales, on l'a pas signalé la dernière fois, mais qui a donc gagné sur Suzuki et qui fêtait sa première victoire au Qatar sur Yamaha. Yamaha, Honda pour Rossi et Biaggi. Stoner qui a gagné aussi sur Ducati et Honda, tout comme Dovizioso. Ils ne sont que 5 à avoir gagné un Grand Prix sur 2 marques différentes. Biaggi fait partie de ce club quand même, mine de rien, assez fermé. Donc voilà, c'était un petit coucou à notre empereur romain Max Biaggi, qu'on a vu, je crois, au Qatar. Il était, il était là. Il était sur le paddock. Alors on va passer au plat de résistance, on va dire à la petite entrée, au petit encas. Ce qui s'est passé aux conférences essais et aussi pour vous donner un petit peu les grilles donc des différentes catégories. En Moto 3, on a retrouvé les habitués aux avant-postes, hein, donc McPhee en pôle, Boulega sur VR 46-2, Jorge Martin qui complète la première ligne. Ensuite Canet, Fenati, Mignot étaient bien placés sur la grille aussi. On a une petite déception pour Mir qui était un peu loin, 16e temps. En Moto 2, il y a eu une bonne surprise en pôle avec Oliveira sur KTM. Je crois que c'était KTM faisait son retour cette année au niveau des châssis Moto 2. Ouais, donc ça je confirme, j'ai lu ça aussi, c'est que en tant que c'est la WP si je ne dis pas d'annerie, la marque qui a été rachetée par KTM qui a fait les châssis. Ça va pas te dire. Ouais. Mais le fait est que Oliveira, deuxième GP sur KTM et il la place en pôle, donc c'est très bien. Les deux marques VDS qui complétaient la première ligne et aussi toujours bien placé, donc c'est Javi Virgue. Donc il a confirmé la bonne tenue du châssis Tech 3 et son beau week-end au Qatar en se plaçant 8ème des qualifs Moto 2 et on a Quartararo un petit peu en retrait à la 17e place sur la grille. Steph, tu vas pouvoir nous parler maintenant un petit peu plus du MotoGP, c'est-à-dire, puisque eux, ils ont droit à une vraie conférence de presse. Ils ont aussi droit à un peu de gossip, même si là, il n'y a pas eu des masses de gossip entre les pilotes, mais c'est plutôt sur des points de règlement, parce que je vais quand même commencer par ce qui n'est pas un gossip, mais par les petits états d'âme de Jorge Lorenzo, parce que... Amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté, de son transfert chez Ducati, et en fait, il a c'est pas un mea culpa, mais il a expliqué ce qui, selon lui, l'enquiquinait depuis un bail, c'est sa hauteur de selle. Parce qu'il raconte sans complaisance, avec lui-même, que quand il est arrivé chez Ducati, Day One, il a trouvé que la selle était beaucoup trop haute parce que ça tranchait avec sa yam, et lui, il a pas ces repères-là. Et en même temps, l'ergonomie, ça compte tellement que c'est pas idiot de se mettre un peu les commandes et tout ça à sa main. Donc il a fait rabaisser la selle drastiquement et d'après lui ça lui a joué des tours dans la motricité. Il a passé plusieurs mois à entre guillemets bricoler et il s'est rendu compte soit ce week-end soit il y a quelques semaines que remonter la selle à la hauteur initiale venait, alors lui ça le met moins à l'aise, mais par contre sa moto au global est plus pilotable, plus compétitive. Il se faisait fort, en fait il a surtout repris les settings de base du Ducati, mais on va pas lui jeter la pierre parce qu'après coup c'est toujours facile de dire il fallait pas faire ça, mais il s'est rendu compte que il a fallu qu'il sacrifie un peu de son confort pour qu'au global le confort réel soit bon et qu'il ait une motricité sympa sans avoir à tourner un quart de vis dans un sens selon que c'est la pleine lune ou qu'il fait froid. Ce qui est intéressant aussi qu'il dit, on n'en parle pas forcément très souvent en pilotage, c'est le frein arrière. D'après lui, c'est une grande nouveauté pour lui, il faut qu'il utilise à mort le frein arrière pour faire tourner la brelle.
Et ça, donc on dit toujours le frein arrière, ça sert à rien. Là, la Ducat, elle a donc un petit problème de train arrière, un peu comme les Labradors quand ils vieillissent. C'est qu'il leur faut a priori des gommards qui sucent la route. Il faut se servir du frein arrière pour tourner, un peu comme quand tu ralentis sur un parking pour tourner autour des plots. Là. Et donc voilà, ça trouble un peu Lorenzo. C'est une des déclarations d'avant-course que j'ai trouvé la plus intéressante. Les autres, c'était toujours du robinet d'eau tiède avec on verra en course tout ça. Chapitre Gomard, on se souvient ou pas, moi je m'en souvenais, que l'année précédente, Michelin n'avait pas été à la fête parce qu'il y avait eu une explosion de pneus. C'était Redding qui avait son. C'est là où il se prend une escalope sur le dos là. Ouais. Et ce qui avait créé d'ailleurs une course à base de changement de brel en cours de route. Pas si tu te souviens, mais ils ont changé de brel. Un peu comme à Phillip Island. C'était comme à Phillip Island sur. D'accord. Mais ça c'était en préventif. Ils ont fait changer les pilotes. Et il se trouve que, vu que Michelin s'en est pas remis, on va le voir plutôt positivement, vu que Michelin avait à cœur de pas se faire avoir, ils ont amené des pneus arrière plus durs que la normale. Et je sais pas si tu avais suivi c'est plutôt un fait de FP. Ils ont forcé les pilotes, littéralement forcé, parce que ceux qui le faisaient pas avaient 6 places de pénalité sur la grille, à faire 5 tours consécutifs chacun, parce que Michelin, comme ça, allait avoir du biscuit et savoir s'ils pouvaient les qualifier pour la course. Bon, il se trouve que ça n'a pas été la peine, donc, mais ça va dans le bon sens. Ça veut dire qu'ils font un peu gaffe à la sécurité. 5 tours, c'est là le tour, je crois que faire 1,40. Mais voilà, c'est 10 minutes ou 15 minutes de ta FP où tu testes des pneus pour le bibendum et puis voilà. C'est ça, donc ça a été fait. Par contre, le truc le plus funky du week-end sur les pneus, c'est plutôt le pneu avant. Parce que, on a parlé de douane, en fait, c'est plutôt un retard qui est dû à une grève. C'est le résultat le même. Michelin avait fait envoyer des pneus QV 2016. Je m'explique, c'est que c'est des gommes tendres, mais carcasse rigide. C'est pas un pneu dur, c'est un pneu à carcasse dure qu'a affectionné Rossi. Et Rossi se plaignait depuis le début de pas pouvoir en disposer. Et là, il se trouve que pour des raisons de retard, ils n'ont pas pu être dispo pour les FP, donc 0 test. Donc la commission de sécurité et la direction de course ont décidé de pas les mettre en course. Ce qui est pas idiot dans l'absolu. Mais certains, Rossi s'en est pas ému, mais certains ont dit c'est un truc anti-Rossi. Ce qu'il n'y avait pas que Rossi, il y avait 5 ou 6 pilotes qui voulaient avoir ce pneu. Mais je trouve que c'était tombé à l'eau. Mais Rossi a pas fait son sale gosse, il a pas fait son Lorenzo, si je puis dire, il s'est pas plaint, tout ça, mon matériel. Donc tout le monde a les mêmes gommards. Voilà, même si après, en voyant ça, je suis allé un peu fouiller, je vois que Rossi, ce qui l'embête, et d'ailleurs il est pas complètement assertif là-dessus, il dit que son manque de feeling à l'avant est peut-être dû à ça, il voudrait essayer ce pneu, mais peut-être qu'il l'aura pour Austin, donc on verra dans 2 semaines. Donc ça c'est fin du chapitre Gomard. Pour le chapitre le plus ennuyeux, enfin on va dire ça comme ça, c'est que c'est comme au Qatar, la pluie est venue faire la pénible. À savoir que on avait commencé à le voir venir avant, parce que j'ai vu passer des trucs sur Twitter du style ils vont nous la refaire, mais c'est vrai qu'il y a eu de la pluie et ça a rendu la FP3, elle n'a pas été neutralisée parce qu'elle était courue, mais globalement elle a servi à rien. Ce qui fait que comme au Qatar, c'est les FP1 et les FP2 qui ont défini la Q1, Q2. Les 12. Et donc en Q1, il y a des gens qui se sont fait piéger, si on peut dire. En tout cas, ils se sont fait basculer en Q1. Là-dedans, il y avait du lourd. Si j'entends Rossi, Lorenzo, Pedrosa et Dovizioso ont dû en découdre. Et donc en Q1, Pedrosa et Rossi se sont extirpés de ce mauvais pas. Et ce pauvre Dovi a été relégué pour 13 millième. Il faut bien qu'il y ait des transpondeurs qui soient précis. Donc une fois Pedrosa et Rossi repassés en Q2, la Q2 s'est courue et Marquez était, je dirais, on fire, puisqu'il a fait un super chrono. Et d'ailleurs, il faut quand même le dire, il a une moto censément moins facile à piloter que les Yamaha et moins puissante que les Ducat, donc chapeau le gars. Dans la série chapeau, mais presque un peu la blague à la Deniso avec la musique, Abraham deuxième. Je laisse le petit jingle. Ah bon, tu vois ça comme une blague Non, mais une blague, c'est parce qu'Abraham souvent est moqué, et on en avait déjà peut-être parlé pas forcément à l'antenne ensemble. Il a été vu comme un gosse de riche machin, sauf qu'il a mangé son pain noir en superbike, où d'ailleurs il a pas brillé du tout, et là il revient, il est pas payé parce que c'est lui plutôt qui amène les sous, mais c'est pas parce qu'il amène des sous qu'il faut dire que c'est un mauvais pilote, c'est pas ce que je veux dire, mais il fait partie des gens qui ne sont pas regardés de près. C'est clair. Ils sont pas, mais là le voir d'eux, je me demande comment il a pu faire. Est-ce qu'il a sucé une roue En fait, en tant que profane et en voyant ce qui a été diffusé, j'ai pas non plus compris, mais en même temps j'ai pas l'œil du faucon, quoi. Si
tu veux. Pas grand monde s'explique ça. Et par contre, dans la série Blague, la suite, c'est Crutchlow fait 3ème et à 3 millièmes. On parlait de millième, on parlait de 13 millièmes, mais Crutchlow, plutôt que de faire 2, il est 3 à 3 millièmes. Donc c'était un petit peu difficile à prédire ce genre de truc, mais c'est arrivé. Par contre, Vignales a été moins à l'aise que d'habitude parce qu'il fait 6. On peut signaler Baz, ça j'avais pas réagi tout de suite parce que certes 3ème ligne c'est déjà super, mais c'est sa meilleure qualif de sa carrière. Ça montre bien la forme du bonhomme et des Ducats, et des vieilles Ducats, si on peut parler de ça. 2015, c'est ça? Oui, je crois qu'il est en 2000. Il a une 2015 comme Abraham en fait. Bon, c'est marrant qu'on parle des Ducats justement pour ça, parce que bizarrement ils ont 3 millésimes sur le plateau, et suivant le GP, Là, cette course-ci, c'est les vieilles qui, en tout cas, se sont exactement. C'est-à-dire sur un circuit, tu vas avoir les GP15 qui sont à l'aise, sur un autre, ça va être les GP17, à un autre coup, ça va peut-être être les GP16. C'est bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. Au chapitre Ducati, il se murmure, mais personne n'a de preuve, que Ducati aurait repiqué les moteurs 2016 qui ont été éprouvés, donc fiables, et n'utiliserait déjà plus leur tout nouveau moteur. Mais bon, on n'est pas dans les stands, mais j'ai lu ça. Bon, on continuera d'être vigilant à ça. Petite dédicace à Marquez qui a failli se satelliser, mais littéralement il a fait une équerre des familles au test de départ. Donc comme quoi l'antipatinage n'y était pas, et donc c'est moins facile qu'il y paraît. Et comme disait Poncharal qui était interviewé, tout le monde s'imagine qu'il suffit d'ouvrir avec le traction control. Au démarrage, je pense qu'il enlève pour avoir toute la sauce. Et là, il devait pas s'attendre à ce que ça glisse à ce point. Il s'est littéralement mis en travers, mais physiquement, il était à 90 degrés de la trajectoire. Ah oui, c'était une sacrée image. Et d'ailleurs, surtout qu'il y a du monde autour. Et Crutchlow en conférence de presse c'est un peu foutu de lui, tout en saluant sa chance. Ouais, le gymnastique. Parce que si je traduis littéralement, il a dit que n'importe qui d'autre que Marquez se serait pété les 2 clavicules et se serait démis la hanche. Et l'autre, il est là, il regarde, il dit tiens, j'ai glissé. Ça fait un peu penser effectivement à cette espèce de bonne étoile qu'a Marquez, parce que il se fait des belles chutes généralement. Je crois que c'est l'année dernière où il y a 2 ans, il a fait une très belle en ligne droite à 200 ou 300. Il s'est juste un petit peu greffé le cuir. Espérons que ça continue. Moi, je suis ravi qu'il s'en sorte bien, mais quand on voit ce qui se met. Le truc, c'est qu'en plus, il chute pas, quoi. Il réussit à. Après, c'est un. Tout est dans un sacré équilibriste. Oui, c'est son cerveau reptilien qui a fait le job, je pense. Exactement. Il a bien diosé. Oui. Il a plus l'habitude de rattraper. Moi, je l'ai vu souvent rattraper des pertes de l'avant avec le coude ou avec des trucs un peu bizarres. Là, il est fort. Ouais, des trucs, tu te dis, mais c'est fini là. Non. Et franchement, oui, c'est beau à voir. Comment dire, sa manière de rattraper les chutes. Enfin, même pas les chutes, mais de rattraper les départs en travers. Les situations qui sont pas dans le manuel. Exactement. Là, pour lui, ça lui pose pas de problème. Les dernières choses à signaler pour notre grille de départ, c'est quand même Petrucci 4, encore une Ducat qui figure bien. Pedrosa, parce qu'on parle jamais de lui, mais Pedrosa qui fait 5. Il s'est extirpé d'ailleurs, quand il s'extirpe de la Q1, il fait premier temps, juste devant Rossi. Ah oui, c'est vrai qu'il est devant Rossi. Et Vignales 6, comme on l'a déjà dit. Rossi 7, mais ça, on finit par plus s'inquiéter. On sait ce qu'il est capable de faire, surtout maintenant qu'il démarre bien les Grands Prix. Espargaro 8, Baz 9ème. Donc, on va passer aux courses alors. Yes, donc on commence avec la course Moto 3. Alors dès le départ, comme on l'a dit, Mir partait d'un petit peu loin, il était 6ème sur la grille et une touchette dès le début avec Mignot. Donc ça va être une course quand même pas mal en paquet. Donc on a toujours un petit peu les mêmes aux avant-postes, avec surtout McPhee, Jorge Martin et Aaron Canet qui sont aux avant-postes tout le long de la course, avec pas mal de dépassements en tête. C'était agréable à suivre, mais au bout du compte, le Moto 3, c'est 15 mecs, ils partent tous ensemble et ils arrivent tous ensemble, donc on pourrait résumer ça à 2 tours. Oui, c'est peut-être l'extrême inverse de la F1. Exactement. Ils sont tous ensemble et jusqu'au dernier virage, tu sais pas. Ça n'arrête pas. Ah oui, exactement.
jusqu'au dernier virage, tu sais pas ce qui peut se passer, tout peut arriver. Alors après, il y a quand même toujours des petits faits de course un petit peu en arrière de peloton, hein. Il y a Fenati qui a été quand même un peu fort sur Antonelli. Bon, ça amène une investigation de course, mais bon, sans suite. Comme au dernier Grand Prix, Mir avait fait justement l'effort au bon moment pour prendre un petit peu d'écart sur les poursuivants et faire en sorte que la meute se calme et se dise bon bah voilà, la gagne elle est pour lui, donc on calme le jeu derrière. Là il fait une super belle manœuvre dans le dernier virage avant la chicane Ducati. Bon, je l'appelle la chicane Ducati rapport à l'an dernier. L'événement. L'événement de l'an dernier. Mais donc voilà, il fait une très très belle manœuvre pour se mettre un petit peu à l'abri de McPhee et Jorge Martin. Et voilà, et donc il passe la chicane et la ligne d'arrivée devant, donc c'était pas mal vu de sa part. Donc il gagne la course et devant McPhee et Jorge Martin qui fait 3. Alors je sais pas si vous avez suivi un petit peu l'arrivée derrière, on va dire du gros de la meute. Il y a eu une sortie de piste un peu large où il n'y a pas eu de chute. La chicane était un petit peu tendue pour la fin du peloton. Alors dans l'histoire, Fenati termine 7. Il y a une pilote que moi j'aime bien suivre, que je suis depuis quelques années. Donc c'est Maria Herrera et là elle fait 15. Donc c'est bien qu'elle fasse dans les points. Ça va permettre de garder une présence féminine sur la grille, ce qui est quand même, ça même pas mal. Prouve de facto que même si j'avais pas épluché le règlement, il n'y a pas de catégorie féminine masculine dans les sports méca. Je sais pas si c'est le cas de tous les sports méca. Peut-être qu'en F1 on peut aussi avoir des femmes. Tu pourrais, je crois, oui. Donc elles sont peut-être juste pas assez cinglées. Elle, visiblement, elle est pas cinglée puisqu'elle arrive à rester sur ses roues. Elle est 15e et tu vois, pour te dire un petit peu à quel point c'est regroupé, elle est à 13 secondes de la gagne. Donc c'est pas si loin, quoi. Savoir que les 5 premiers sont dans la même seconde. Côté Frenchie, on a Jules Danilo qui fait 22. Il a eu un week-end un peu difficile aux essais. Je crois qu'il a été un peu malade le vendredi. Donc on va lui souhaiter le meilleur pour Austin dans 15 jours. Et donc on va passer à la course Moto 2 qui pour le coup moi ça m'a un petit peu pas mal ennuyé, quoi, on va dire, puisque on a eu un petit peu comme d'habitude les deux marques VDS qui sont partis assez vite. Puis voilà, après derrière chacun suivait son tempo, donc les écarts se forment. Il y a eu quand même un fait de course assez fâcheux, on va dire, puisqu'il y a Nakagami qui a tapé Gardner sur le premier virage et j'avais pas fait gaffe. Je crois bien que Gardner il s'était relevé, ou il avait mais il y a quand même une fracture de la jambe pour Gardner. Donc il a quand même pris cher. Je crois qu'il l'a pris par derrière et c'était pas chouette. Il y a Quartararo aussi qui partait de loin et qui a fait une chute au deuxième tour en emmenant Ponce avec lui. Donc pareil, pas un super Grand Prix pour lui. Le coup de théâtre du dernier tour quand même, où Morbidelli a course gagnée. Enfin, il est devant Marquez de peu, mais il y a quand même quelques longueurs. Mais Marquez, il prend une chute énorme dans un virage où il part en high side et là vraiment il a pris une grosse chute. Il a quand même la chance de pas se faire mal sur une chute comme ça. Ouais, parce qu'il a fait un doublé high side, reprise de volée par sa propre moto qu'il a quasiment envoyé, qui lui a tapé dedans et donc il a fait un bundle high side. C'était moche à voir. Moi j'étais devant la télé, je dis bon, la course était un peu ennuyeuse, donc tu regardes sans regarder et c'était peut-être 3-4 virages avant l'arrivée, donc quasiment à la fin. C'est fini. Et là tu vois la chute qui prend et là tu retiens un peu pour lui, parce que t'as mal. Mais bon, il remonte sur la moto. Déjà la moto redémarre, donc ça on se demande comment ça peut se passer quand on voit comment elle retombe au sol, et il réussit quand même à finir la course. Bon, il finit 20, mais rien que le fait qu'il se blesse pas sur une chute comme ça, c'est assez miraculeux, on va dire. A priori il cravachait quand même pas mal pour garder le contact avec Morbidelli, c'est ce que j'ai lu en débrief de course. Et peut-être qu'il a, à force de cravacher, il avait peut-être eu une essai pneu aussi, parce que le high side à cet endroit-là, ça doit être qu'il devait avoir l'arrière qui était plus en état. Alors après, ça nous pose quand même Oliveira, donc qui avait fait la pole sur KTM, sur la deuxième place du podium. Donc c'est très bien pour KTM, hein. Ça va les encourager pour la suite.
Et donc, voilà, Lutti qui fait 3. Il était un petit peu en retrait pendant toute la course, mais il bloque son podium encore, donc c'est bien pour lui. Et à noter, donc, Virgay qui fait 5 sur Tech 3, donc encore mieux qu'au Qatar. Ouais. Et c'est une super belle perf pour Tech 3. Parce que on l'avait déjà dit après le Qatar et là on le redit parce que quand on fait une bonne course on peut toujours dire ouais il a eu du bol, il y a eu des chutes, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu machin, mais quand tu fais 2 fois de suite ça commence à faire une belle série. Ça devient une tradition. C'est ça, donc tout ce qu'on peut lui souhaiter c'est de pouvoir continuer à emmener la Tech 3 le plus loin possible dans les courses quoi. C'est toujours chouette. Ouais, et c'est bien quoi. Donc le petit village gaulois en plus parce que c'est français donc chauvinisme au passage mais quand même hein. Là il y a de quoi. Ouais. Bon alors là tu vas nous parler du gros beefsteak du week-end, la course MotoGP. Alors le GP, tout le monde en a parlé, on ne peut pas passer ça sous silence, même si ce genre de chiffres, ça n'est que des chiffres. C'est la 350e de Rossi, 350e départ. Lui il dit ça. Alors pourquoi je fais un peu ma finouche? Lui dit, moi ce qui m'intéresse c'est pas le nombre que je cours, c'est le nombre de podiums. Et il a d'ailleurs raison de le dire parce qu'il a une stat hyper favorable pour lui. Je sais plus le ratio, mais je crois que c'est une course sur 2 où il fait podium quoi, minimum. Je crois que c'est plus. Enfin en gros c'est ça qui est encore plus spectaculaire. Parce que 350 c'est énorme. Mais t'as des gens comme Dovi qui sont là depuis longtemps et qui ont beaucoup de grands prix aussi. Je crois que Dovi dans les 300. Parce qu'il y a aussi Depugnet qui a fait beaucoup de courses, pas avec le même ratio de podium. Il était aussi dans les pilotes qui ont fait énormément de courses. Hein. Donc notre ami Rossi, en plus qu'il a dit ça après course, son mécanicien lui aurait fait un truc du style, c'est la 350e, fait une belle course. J'allais dire, oui, normal quoi, je veux dire, c'est pas... un petit coup de pression en plus du style surtout la rate pas. Donc Rossi a priori était prévenu, il fallait pas qu'il rate. Peut-être que les mécanos de Lorenzo auraient dû lui dire la même chose à ce Lorenzo parce qu'il se met par terre au premier virage. Alors je dis il se met par terre parce que on a un moment pensé qu'il y avait eu de la lutte dans le paquet, mais c'est lui qui vient taper l'arrière de Iannone. Donc pour une fois le Iannone de service c'était pas lui. Il a juste servi à ce qu'on lui tape dedans. De ce que disaient les commentateurs, dedans il y avait des gens un peu balèzes comme Depugnet et Charpentier sur Eurosport. A priori, ça c'est quand tu regardes la fin du virage, tu regardes pas ce qu'il y a, en l'occurrence c'était un droit, donc Iannone est à sa gauche et a priori il l'aurait pas vu. De toute façon il suffit de toucher 2 cm parce que sinon il serait pas rentré dedans. Mais il regardait déjà le regard au loin, sortie du virage, sauf qu'il y avait occulté ça. Ouais, il y avait du Iannone à sa gauche et clac. Et au passage il a de la chance de pas se faire rouler dessus par Baz parce que Baz est obligé de faire une petite manœuvre d'évitement et d'aller faire du jardinage pour ne pas rouler sur ce pauvre Lorenzo qui d'après lui est encore plus dingue d'être tombé parce que d'après lui ça n'engage que lui, il avait le rythme pour être dans le top 5. On verra le reste de la saison. Marquez passe devant Vignales, Crutchlow et Rossi. Lui Rossi de son côté il fait un très beau départ dès le premier virage, je crois qu'il est 4 ou 5 mais ce qui est vraiment impressionnant c'est que Marquez part très 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 fort devant parce que il laisse tout le monde sur place quasiment. Moi ce que je me suis dit à ce moment là c'est est-ce que c'est pas l'envie qu'il a de clouer le bec à Vignales ou alors il craint le niveau de Vignales et il veut tout de suite mettre de la distance pour essayer de faire du solitaire. Donc, dans tous les cas il bombe. Abraham lui descend lentement mais sûrement dans les profondeurs du classement, mais bon je note pour plus tard, il finit quand même, il finit 10 sur ses roues, ce qui est pas le cas de tout le monde. Zarco, lui, il se fait pas trop avoir, puisqu'il est 6ème assez vite. Et ce Iannone qui n'avait rien fait, par contre, il se prend quand même un petit ride-through parce qu'il avait bougé de quelques millimètres avant le départ. J'ai revu les images, c'est vrai que c'est le règlement, ça fait un peu mal pour lui, parce que des fois je me moque de lui, il met tout le monde par terre, nanana, il a pas de cerveau. Au vu des images, t'as l'impression qu'il bouge pas, quoi. Départ anticipé, ride-through, donc course perdue, quoi, parce que vu le temps que tu passes pour te dire, la machine à café, on a quand même estimé que c'était un ride-through sévère. Bah ouais, mais en même temps, vu que c'est filmé de 3 km plus loin avec un zoom, tu vois 3 pixels qui bougent, tu fais peut-être qu'il a bougé, je sais pas. Donc Petrucci, qui était certes bien placé, pas vraiment le rythme qu'il faudrait pour la course, et il bloque un petit peu toute la team Pedrosa, Zarco, Dovi, Bautista, et Rossi
pendant ce temps donc se balade, entre guillemets, se balade pas, mais arrive à suivre le rythme. Par rapport à l'année dernière et même surtout l'année d'avant, Rossi est maintenant fort dans le premier tour. Zarco ne fait pas de la figuration parce que pendant ce temps il arrive bien à se battre et il arrive à faire même à un moment 4. Par contre, sur ses entrefaits, même avant que Zarco soit 4, Marc Marquez qui avait quand même mis 2 secondes en 3 tours, en gros à tout le monde, là aussi se fait une Zarco, si j'ose dire, parce que il perd l'avant, avant un gauche, alors qu'il avait vachement creusé l'écart, mais c'était carrément au 3ème tour, c'était pas au 6ème tour. Donc au 3ème tour, Marquez jouait dans le bac à sable. On a vu sa moto un peu voblée, un peu bouger après des bosses, et au moment où il attrape les freins, perd de l'avant. Ça saute. Il se retrouve le trio Vignales, Crutchlow, Rossi. Donc pendant que ce trio-là est en train de faire ses affaires, qui est relativement sage d'ailleurs, ça s'attaque pas. Zarco se bastonne gentiment avec Pedrosa, sauf qu'à un dépassement de Zarco, je me suis dit oui, ça passe pas loin. Peut-être c'est les angles de caméra, mais bon. Pedrosa sur Pedrosa. Zarco sur Pedrosa, il se laisse pas faire, on va dire ça. Il a bien bastonné, que ce soit avec Pedrosa ou avec Bautista, il a bien bastonné et ça c'est chouette. Pedrosa fait valoir ses droits, sauf qu'un tour plus tard, après avoir repris la place à Zarco, il chute au même endroit que Marquez et sur la même conf, à savoir ils arrivent exter, ils font l'exter avant de replonger dans le gauche, attrapage des freins, chute, la même, copie carbone. Donc et ça c'est Dixit Rossi et d'autres, c'est la faute au circuit Bosley. C'est un circuit qui a priori est vachement agité en fait, on va dire, et quand ça te met en ondulation avant un freinage, ça se passe très mal. Le freinage il est moins efficace et puis t'as plus d'adhérence, t'as plus ton avant qui fait le job, et donc déjà que t'es censé à ce moment-là anglais et freiner, ça ne va plus. Et donc il nous reste Bautista et Zarco qui se fight pour la 4ème place. Pendant ce temps-là, Espargaro essaye de faire l'inter à Dovi, mais il a été un petit peu ambitieux, il perd l'avant et il ne percute pas Dovi, on va dire, non pas sciemment ou même par erreur de pilotage, il percute parce qu'il slide, il glisse, et pendant sa glissade il emporte Dovi. Il va le faucher quoi. Qui était un peu sur l'extérieur, donc là, le chat noir, le retour. Puisqu'en Argentine l'année dernière, il avait subi, pour le coup c'était un harponnage de Iannone, pour qui ça passait pas. Petit passage complainte quand même, Dovi en veut plus au final à Petrucci qu'à Espargaro, parce qu'il explique que le susnommé Petrucci était en train de bouchonner parce qu'il voulait pas se laisser passer, bien que ses pneus étaient détruits. Donc il ralentissait tout le monde, donc ça a créé un espèce de faux rythme qui a mené à cette situation. Il se passe après finalement plus grand chose, hormis la baston Zarco Bautista. Et Zarco finit par lâcher le steak parce qu'il doit sentir que quand tu roules au-dessus de tes pompes, ça peut pas bien se passer. Puis assurer une place de 5ème pour sa première course finie, c'était quand même pas trop mal. Il a fait fumer du pneu quand même. Ouais, j'ai vu des trucs, c'est comme en Qatar, j'ai eu peur, j'ai vu la fumée bleue, je me suis dit pourvu que ce soit pas un moteur, mais non, c'est du pneu arrière qui cire. C'est de la gomme. Ouais, et ça c'est bon. Mais la gomme, mais les gaz, Et Rossi fait un peu son chat qui regarde la souris pendant 3 quarts d'heure avant de mettre un coup de patte. Il fait un freinage d'école à Crutchlow, en ce sens que il lui fait les freins certes, et en plus il s'assure bien tant qu'ils sont encore droits. Il se place à l'endroit où au moment de plonger c'est pas possible que Crutchlow repasse. Donc il se la fait propre, viril mais correct. Rossi se retrouve 2, donc on a du Vignales, Rossi, Crutchlow, et c'est Bautista qui s'installe à la 4ème place. Ce même Bautista qui doit un petit peu se marrer, parce que si j'ai bien suivi tout le drama, il s'est fait décaler à coups de latte par Aprilia l'année dernière. C'est les valises sur que j'ai pas trop suivi. A priori c'est valises sur le paillasson et casse-toi quoi. C'est ce qu'ont dit les commentateurs, donc un peu le retour de la revanche quoi. Et Folger arrive à piquer la 6ème place à Petrucci, qui n'arrivait plus à faire quoi que ce soit de ses gommards. Folger confirme aussi que les pneus de Petrucci étaient HS, donc ça lui a permis de aussi faire que les Yamaha Tech 3 tournent vachement bien. Oui aussi, effectivement, ça on oublie de le dire, mais pour Yamaha au final mais c'est 4 Yamaha, parce qu'il n'y a que 4 Yamaha sur le plateau dans les 6 premiers. Donc Vignales fait la passe 2-2, et a priori ça faisait des années que une Yamaha n'avait pas gagné les 2 premiers Grands Prix. Rossi nous fait une Rossi, à savoir beau podium, donc 2 en partant de la 7ème place. Et Crutchlow est sous son meilleur jour, après la déconvenue du Qatar, il s'est pas découragé, et il fait la 3ème place alors que les 2 Repsol sont au tapis. Il est un peu pistache le Crutchlow, parce qu'il fait de la com passive-agressive envers Honda, en disant qu'il est ravi d'avoir pu ramener des points à Honda
3 petits points. Faut pas dire je suis le seul à faire le boulot. Quand tu peux le signaler, c'est bien. Voilà, juste au passage, au fait. Bah oui, les gars, je suis là. Voilà. Et donc Zarco qui fait 5, c'est une excellente place et marque ses premiers points parce que malheureusement Qatar, malgré son coup d'éclat, c'était 0 points. KTM dans la série marquons des points. KTM, c'est leur vrai premier point. C'est la fête pour eux. Certes 14 et 15, mais déjà ils finissent. C'est ma marotte. Quand tu finis sur tes roues, c'est quand même bien. Et 14 et 15, c'était pas ridicule. Donc pour les Frenchies, ce qu'on a évoqué parce qu'il a eu le bon goût de pas rouler sur Lorenzo, il se dit, dixit les experts, que ça fait une perte de temps d'à peu près 8 secondes. Donc j'ai pas regardé ce que ça faisait sur les chronos finaux, mais il pouvait prétendre à une bien meilleure place. Il pourrait finir avec Petrucci, quoi. Il fait 11, mais il aurait pu faire 8, voire 7 après. On peut pas refaire la course, mais c'est de bon augure pour la suite de la saison. Après, on peut comprendre sa déception parce que c'est jamais. Il a quand même pas une des meilleures motos du plateau. Il réussit quand même à faire une Q2. Il est 9 sur la grille et pas de bol. C'est le jour-là où il y a Lorenzo qui arrive et qui se foire et il est obligé de faire une grosse manœuvre pour continuer. Bon, c'est pas de chance, mais quand même, quand tu fais 11 dans des conditions comme ça, oui, et tout en très belle course sur ses roues parce que quand on. Je pense qu'à talent égal, quand tu as une moto qui est un peu en dessous, tu peux être tenté de vouloir un peu rattraper de ci de là. Surrouler, Et puis ça se passe pas bien. Même les grands, quand ils surroulent, on voit ce que ça donne. Tu vois, là il finit juste derrière Abraham, donc à une demi-seconde du mec qui part en deuxième et qui a fait un bon week-end. C'est sûr, tu peux toujours avoir des regrets, mais au bout du compte, il faut aussi savoir quand tu fais des belles courses et quand tu fais des mauvaises courses. Après, moi, Loris Bach, je regarde beaucoup ses résultats, surtout en comparaison avec ce que peut faire un mec comme Barbera, parce qu'il est entre guillemets mieux loti en termes de package technique que Baz. Et bon, là, il réussit à être devant Barbera et lui met 16 secondes sur le GP. Il a montré que il est meilleur que son coéquipier et quand t'as pas le package technique pour aller jouer les podiums, etc., il faut au moins prouver que t'es meilleur que ton coéquipier, même si ça fait des petites victoires, mais c'est quand même pas mal de montrer que t'es meilleur que le box d'à côté, quoi. Oui, c'est toujours cette sorte de championnat parallèle des non-factory. D'ailleurs, je sais pas si ça a toujours. J'ai même pas regardé. Tiens, dans le box à la fin, il y a toujours 3+1 moto. La première. Non, ça n'arrive plus, ça. Non. Mais ça par contre, il y a un championnat des indépendants. Il y a beau avoir un championnat, par contre, ils sont moins mis en lumière. Ils sont pas considérés comme il pouvait y avoir les CRT et les Open. Exactement. Le box, c'est 3. Le box c'est 3 bras, il m'a pas semblé en voir d'autres. Fermé, c'est 3. Et peux-tu nous parler du championnat au final, parce que qu'est-ce que ça donne de façon comptable? Attends, je voulais juste dire un petit mot sur Aprilia, parce que en fait, moi j'avais toujours entre guillemets en tête la technique de Suzuki et de Ducati aussi, qui était avant de pouvoir aller vite sur une course, faut aller vite sur un tour. C'est-à-dire que Ducati, du temps où ils avaient une pente à remonter, et Suzuki, du temps où ils sont arrivés, ils ont commencé par dire on va faire une bécane qui va vite sur un tour et après on verra ce que ça donne sur la course. Et j'ai l'impression vraiment que Aprilia prend le problème inverse. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à aller vite sur un tour, mais il cherche vraiment à être compétitif sur la durée d'un GP. Parce que Espargaro, c'est aussi ce qu'il a dit après la course. Il dit c'est dommage que je me sois foiré sur mon virage, parce que j'avais le potentiel de bien finir. Et alors je sais pas quel sentiment t'en as toi de ton côté. Elles sont discrètes en qualif, mais elles sont pas ridicules loin de là sur ce qu'on peut voir. Rien que le fait que Espargaro a été à la lutte avec Dovi, bien que ça bouchonne avec Petrucci. Dovi, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quelle moto, même s'ils sont encore en train de la mettre au point, là, 2017. Qu'il soit là, à cet endroit-là, avec les prétentions qu'il avait à ce moment-là, parce que tomber comme ça arrive à n'importe qui. Les Aprilia semblent bien nés, au sens où elles n'ont pas de crise de croissance. Bon, après, c'est leur approche, et ils sont en train de prouver qu'elle est pas mauvaise.
Donc maintenant on va faire un petit point championnat, donc au niveau Moto 3, Moto 2 et Moto GP. Savoir que chaque pilote qui a gagné la première a gagné la deuxième. Donc Mir a 50 points et donc 10 points d'avance sur McPhee en Moto 3. Morbidelli a 50 points aussi et a 14 points d'avance sur Lutti en Moto 2. Et en Moto GP, donc Vignales 50 et Rossi 36. Donc 14 points aussi de retard. Savoir que Marquez est déjà à 37 points derrière puisqu'il fait 0... D'ailleurs, Marquez, je m'excuse de te couper, mais je me faisais la réflexion que s'il a gazé à mort pour se débarrasser de Vignales, moi j'identifie Vignales comme la cible à éliminer pour Marquez, j'ai l'impression que maintenant, même si c'est prendre peut-être un peu de raccourci avec l'histoire, c'est plutôt Marquez qui est dans le rôle de l'ancien, entre guillemets, même si c'est la même classe d'âge. C'est le nouveau Rossi, à savoir, il a beaucoup de titres, il faut pas qu'il se fasse bouffer par Vignales. Et finalement, Rossi, lui, il est plus en gestion et en tout ce que je gagne, c'est bon à prendre et je suis pas là à défendre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Marquez est plus en défense et Rossi est plus en... Il thésaurise les points. Rossi, il fait des podiums, il marque des points. Alors que Marquez est là aussi pour essayer de marquer son territoire. On voit que dans la baston de rue, ça s'est mal fini pour lui. C'est que le début du championnat, mais j'ai l'impression que la pression est sur Marquez en fait, pas tant sur Rossi. Clairement, quand tu vois après, quand tu fais le bilan des week-ends, tu mets en parallèle les deux, Marquez il fait un super bon week-end, mais il fait 0 points. Et Rossi, il fait des qualifs. Enfin, il fait des FP pourris, il est obligé de passer par la Q1, il est fini 7ème sur la grille, qui est jamais pas plaisir, c'est pas le genre de truc dont tu te vantes au café. Ouais, c'est clair, mais au bout du compte, Rossi, il fait 3 et 2, en 2 Grands Prix, et Marquez, il est déjà 37 points derrière. Après, il y a encore beaucoup de courses. Oui, c'est certain. Donc voilà, c'est 37 points, c'est rien quand il reste 16 fois 25 à distribuer. Mais celui qui a le bon rôle dans l'histoire, ça reste quand même Vignales, qui lui arrive, découvre la bécane. Il fait pas de bruit, entre guillemets, il fait pas des déclarations fracassantes, mais il a annoncé quand même clairement ses objectifs de jouer le titre, et il montre clairement qu'il est là. Oui, et en plus, bien que n'étant pas trop va-t-en-guerre, dans ses déclarations, il disait aussi par rapport à Austin... Certes, Marquez et Austin, on dirait que ça ne fait qu'un, mais il ne faut pas oublier que ce circuit-là est aussi parmi mes préférés. Donc, à bon entendeur, il met un petit coup de pression. On en parlera un peu plus tard. Je te laisse parler du Black Cat. Dovi, on l'a déjà beaucoup évoqué à cause de la chicane désormais que tu as renommée, et j'adopte ce nom aussi, je baptise la chicane Ducati, la chicane où Iannone avait envoyé son coéquipier à terre alors qu'il était 2. Dovi était 2, Iannone était 3, ils se sont tous les deux mis par terre. Enfin, Iannone a mis les deux par terre pour avoir le podium. Ça, c'était en 2016. Donc en 2017, sur le même circuit, comme on l'a évoqué, il se fait faucher à son corps défendant par Espargaro. Ça me permet de revenir sur sa carrière. Il va avoir un Oscar pour toute sa carrière, ce pauvre homme. On en parlera dans l'épisode 4. Il a été percuté par Pedrosa à Austin en 2016. Et à Jerez, c'était donc les débuts de championnat 2016 étaient catastrophiques parce qu'à Jerez, souci mécanique, il abandonne aussi en 2016. Donc ça fait partie du gars qui a pas de chance. Et dans la série des cancans aussi, de cancans de paddock, mais j'aime bien ce Hervé Poncharal qui vient prendre le micro avec les commentateurs d'Eurosport pendant les FP, parce que Poncharal a dit tout le mal qu'il pensait de Lorenzo et de son arrivée chez Ducati. Il a dit qu'il trouvait dommage que Lorenzo soit venu un peu en diva, parce qu'a priori il a une cour, et que la négo salariale de Lorenzo est pesée dans la balance. Et alors, plutôt que d'avoir été diminué comme on a pu le dire, c'est juste que Dovi n'a pas été augmenté, mais a priori, si Dovi n'a pas été augmenté, s'il plafonne à son petit million d'euros, c'est parce que Lorenzo se voit attribuer 10 millions d'euros par saison. C'est ce qu'il avait chez Yamaha aussi, parce que Dovi relativise aussi ça en éteignant un peu la polémique. Je pense qu'ils ont eu des consignes. Il dit il y a un palmarès, donc tu peux pas faire venir un triple champion de MotoGP pour 0, quoi. Mais il dit en ricanant que... Mais bon, il y a un rapport quasiment 10 sur leur salaire. Ouais, comme je te dis, Dovi, étant donné qu'il court avec le 4, on va en parler un petit peu. Oui, il aura droit à son...
Il aura droit à son petit tour. On essaiera de pas mettre une raison funèbre en musique de fond, quoi. Non, mais une note positive. Moi, je l'adore. Je l'adore parce que c'est un mec. Accepter ce qu'il a accepté chez Ducati en y arrivant, en prenant la suite de Rossi. Alors autant le pari de Lorenzo c'est risqué, autant ce qu'a fait Dovi c'était tu prends une trottinette et ouais bah vas-y prends-la. Ouais d'accord, super. Merci. Et bon voilà, il a vraiment participé à la remise de Ducati sur de bons rails. Bon, c'est sûr, il n'est pas tout seul. Hein. Le fait qu'ils aient changé le team manager, que Stoner soit venu aussi pour en pilote d'essai, ça participe énormément. Mais voilà, ce qui fait gagner en course, c'est ni les pilotes d'essai ni le team manager, hein, c'est le mec qui est sur la moto. Hein, et pour replacer une Ducati sur le podium, bon bah voilà, il a fait le boulot. Hein, donc moi c'est vraiment pour ça que je l'aime bien. Il est sympathique en plus. Ah là, si on dézoome un peu sur les 2 dernières saisons, c'est un aimant en merde. Hein. J'espère qu'il lui arrivera rien d'autre. Hein. Là, il a eu son quota, je pense. Bah après, là où il a de la chance, c'est qu'il se fait jamais mal. Hein. Donc, bah, il chute, il casse. Bon, bah, au bout du compte, c'est un peu toujours ce que disent les pilotes, surtout celui qui tape. C'est que, bah, au bout du compte, ni l'un ni l'autre n'est blessé, donc on s'en sort bien. Bon, c'est vrai, hein, mais bon, ce qu'il faut voir aussi, c'est que tu peux pas avoir de la chance toute ta vie. Hein. Donc, moins tu te fais cartoucher, plus tu as de chance de continuer ta carrière. Hein. Donc, c'est aussi ça le souci. Hein. Ouais, t'as moins de plaques, tu sonnes pas dans les portiques à l'aéroport. Hein. C'est vrai que c'est pas faux. Alors, on vous avait dit qu'on ferait aussi un petit point Frenchie hors GP, donc on va faire un petit détour par le super sport. Parce qu'on a quand même 2 Français dans cette catégorie, Cluzel et Mayas. Et il y avait une épreuve qui se tenait à Aragon, donc il y a de ça une petite semaine, on va dire, une grosse semaine. Et c'est donc Cluzel qui fait 4 et Mayas qui gagne l'épreuve donc en super sport. Et donc Mayas qui prend la tête du championnat. À savoir, je sais pas si tu suis un petit peu cette catégorie. Ben, je l'ai suivi parce que j'ai vu la rediff des meilleurs moments de la course. Et c'est vrai que ça fait penser au Superbike, il y a de la méga baston. Et c'est pas que c'est sale, mais c'est pas clean. Hein. C'est pas pour les âmes sensibles. Si tu veux, Lorenzo, là, il repart pleurer chez sa mère. Hein. Ah, je sais pas, il porte plainte ou il va au poste. Hein, il dit conduite dangereuse. Hein. Ah non, mais les mecs, c'est des furieux. C'est pareil, Mayas, bon, il est plutôt jeune, on fera un gros détour, je pense, au courant de la saison pour faire un petit focus un petit peu plus sur sa carrière, mais j'espère qu'il va aller loin cette saison, parce que il a une bonne moto, il est sur un championnat qui peut gagner, je pense. Et j'espère qu'il va aller loin de toute façon. Et donc on va le suivre au fil de la saison. Et il y a aussi le British Superbike qui a démarré à Donington, donc avec Gintoli qui a fait donc ses 2 premières courses. Il n'a pas terminé la première et il fait 7ème sur la 2e course. Donc c'est pareil, le British Superbike c'est un petit peu particulier dans le sens où il y a quand même des grosses pointures. C'est relevé pour un championnat national. J'étais surpris de voir. Exactement. Tous les cadors, les ex-gloires qui en sont encore, à mon sens, qui sont dans un championnat national. Parce que voilà, comme tu dis, ça reste un championnat national, mais il y a donc Gintoli qui a quand même une belle carrière en GP, qui est champion du monde Superbike, est-ce qu'il y a encore, il y a du Hopkins, il y a du Michael Laverty dans l'affaire, il y a quand même des très très bons pilotes. Les motos sont entre guillemets très très homogènes. Grosse baston, et en plus tout ça se passe en Angleterre, avec la météo que vous avez en Angleterre et les circuits qu'ils ont, il y a vraiment du plateau. Ouais, c'est pour un championnat national, c'est très très relevé, et c'est pareil, on suivra Gintoli sur sa saison. Et donc voilà, on va fermer un petit peu le banc sur le week-end passé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce Grand Prix d'Argentine ? Non, à part que vivement qu'il fasse sec. Enfin, il n'y ait plus ces polémiques du il n'y a plus, ça craint et tout. Oui, effectivement, nous en tant que spectateurs, on a toujours tendance à penser que vu que c'est mouillé, ça va pas bien se passer, quoi. Quand c'est pas comme les grands prix en Espagne où tu sens que tu as la chaleur qui monte du sol et tout. Là, en Argentine, on aurait pu s'attendre à ce que ça grippe, mais ça n'a pas trop grippé. Hein, donc vivement un truc où ça accroche.
Bon, alors on va passer à la présentation du prochain Grand Prix, donc qui va se passer à Austin, au niveau du quota. Oui, le quota pour Circuit of the Americas, chez nos amis les Texans. La patrie de Ben Spies. C'est un circuit qui est pas vieux, parce que il a été fait en 2012, il a été fait à la base pour la F1, mais je pense qu'histoire de maximiser les profits, et puis tant mieux, ils ont ils ont pactisé avec la Dorna dès 2013. Ça fait qu'aujourd'hui il n'y a eu que 4 Grands Prix qui sont courus. Si on parle du circuit lui-même, on verra après avec le palmarès, parce qu'il est assez vite vu le palmarès. Le circuit, alors je ne sais pas si ça a une vraie influence, il faudra demander à des vrais pilotes sur le sens de parcours. C'est un des rares qui se parcourt en sens anti-horaire ou sens trigonométrique pour les matheux. Il a cette particularité là aussi. L'autre particularité, c'est d'avoir fait un léger copier-coller pas subtil du tout, parce que de toute façon sur le circuit, sur la page officielle du circuit, ils en parlent même. Il y a des circuits qui ont été repompés, à savoir il y a les virages 3 à 6 qui sont largement inspirés de Silverstone. On parlait du Superbike British et des circuits de là-bas. Pour nos amis allemands, ils sont pas en reste, parce que les virages 13 à 15 sont eux-mêmes largement inspirés d'Hockenheim. Et alors le circuit d'Istanbul, lui, je ne le maîtrise pas, et je crois qu'il y a guère que les F1 qui y vont. En tout cas, il possède ce qu'on appellerait un quadruple gauche, qui est en fait une espèce de méga fer à cheval, qui là en l'occurrence se transforme en quadruple droite, puisqu'on tourne dans l'autre sens. Donc il y a 3 zones qui sont un peu beaucoup inspirées de circuits européens. Et la signature visuelle, le signature move, comme on pourrait parler pour les basketteurs, c'est un gros dénivelé, à priori 40 mètres, qui consiste en une montée juste avant l'épingle du premier virage pour ensuite descendre. Donc c'est pas comme le corkscrew, mais ça monte fort, ça tourne à 180 degrés et ça redescend fort. Donc ça, a priori, ça donne du spectacle. Parlant de spectacle, il y en a un qui aime bien se donner un spectacle là-bas, c'est Marquez, parce que faut le dire, il a gagné les 4 Grands Prix qui s'y sont courus, donc c'est la mainmise. Là, c'est au Paris. Ça rend le scénar de cette année un peu plus piquant, parce qu'il est mis en difficulté d'ores et déjà, Marquez. Donc soit il se refait la cerise, soit il se fait marcher dessus, nous verrons. Ça va être un combat de coq, a priori, Vignales-Marquez. On verra bien s'il y a quelqu'un pour arbitrer. Il se trouve que avec le numéro 46 je ne vois pas du tout, je ne sais pas. Attends, je regarde un peu dans mes tablettes, je ne comprends pas. Pour dire aussi que les États-Unis à un moment étaient bien lotis, presque aussi bien que l'Espagne l'est depuis des années, parce qu'ils ont eu 3 GP en 2013. Il y avait Laguna Seca, Indianapolis et Austin. Il se trouve que successivement Laguna Seca a disparu du calendrier, ainsi qu'Indianapolis. Je pense que c'est des sombres histoires de droit et de pognon et de rentabilité. Ce qu'on peut attendre de ce Grand Prix-là, si on parle maintenant du Grand Prix et puis vraiment du circuit, c'est la baston potentielle Vignales-Marquez. Alors moi, en fait, dès le début, je me suis mis ce Grand Prix un petit peu sur les tablettes, parce que Vignales a fait fort tout d'hiver. Il a mis à l'amende un petit peu tout le monde là. Là, il prouve que dès le début, il gagne 2 courses. Donc, voilà. Il se pose vraiment en gros favori, on va dire, malgré son jeune âge et sa découverte de la Yamaha. Mais voilà, Marquez, étant donné qu'il a tout dominé sur ce circuit-là, moi j'ai ça en tête. Je me dis, si Vignales fait fort à Austin, c'est-à-dire s'il réussit à gagner ou vraiment à être pas loin de Marquez sur ce circuit-là, je pense que ça va être vraiment très très compliqué pour Marquez d'aller lui chercher des poux dans la tête pour le reste de la saison. Après, comme on l'a déjà dit, il reste beaucoup de courses, mais le petit jeune, il a quand même montré que c'était très très vite adapté à la Yamaha avec le doublé qu'il a signé, et surtout il est pas vraiment inquiété, il gagne 2 courses. Bon, la deuxième, certes, Marquez tombe, mais il fait quand même des chronos autour qui sont toujours réguliers, toujours forts, sans grosse prise de risque. Donc il sait qu'il sait prendre les devants, gérer ses courses sans perdre la boule, on va dire, sans perdre pied sur sa moto. Donc s'il réussit vraiment à titiller Marquez à Austin, là vraiment il va m'impressionner.
Oui, puis on peut penser que comme il a déjà 2 saisons dans les pattes, Viñales, il n'est pas dans la découverte de la discipline comme pourrait avoir Zarco ou Folger ou tout autre rookie. Donc ces 2 années-là, pas forcément évidentes non plus, je pense permis de manger un peu son pain noir et de savoir gérer une course. On l'a vu là parce qu'il n'est pas allé chercher Zarco quand Zarco se barrait, parce que de son propre aveu il pilotait sur des œufs, donc ça veut dire qu'il sait piloter sur des œufs en disant là ça va pas, je fais le dos rond. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que je pense que sa première année chez Suzuki, il a beaucoup appris à terminer les courses. La deuxième année, il a appris à déjà bien se placer en qualif et il en a gagné des courses. Donc il a appris à gagner et là, je pense que vraiment, avec la Yamaha dans les mains, ça va faire fort. Il a visiblement, il arrive à s'en servir. Il a trouvé le mode d'emploi sur la selle. Hein. Ça va. Ouais, bah oui. Bah en fait, moi, ce qui m'a épaté le plus, c'est que Yamaha a réussi à garder beaucoup de mécaniciens donc de l'équipe de Lorenzo. Je crois qu'ils ont gardé la totalité. Ah d'ailleurs, je me permets de faire la remarque que Poncharal a aussi bitché là-dessus. Il a dit innocemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Lorenzo est parti de Yamaha, personne ne l'a suivi. 3 petits points. Donc voilà, petite pique, petit couteau dans le dos de Lorenzo aussi. A priori, il n'a pas emmené sa clique technique. Hein. Il a amené que sa cour, si j'ose dire, des gens qui gravitent autour. Bon, et bien sur cette petite digression, on va se quitter. À regret, mais ça veut dire aussi que la prochaine course est en ligne de mire, donc on positive. Oui. Vivement Austin. La prochaine c'est Austin, prépare les éperons, prépare les chapeaux de cowboy. Ah ouais, clairement là je vais aller prendre de la bud et puis me mettre dans mon canapé. Tu as parlé de Ben Spies qui était texan, mais est-ce qu'il y a un autre texan qui te vient en tête comme ça? Un américain c'est Hayden, mais je sais pas s'il est texan. Je dirais pas, oui, non. Texas Tornado. Ah oui, Texas Tornado, donc il est... C'est Colin. Ah, Colin Edwards. Oui, mais Colin Edwards, il est protéiforme. Il a fait de la GP, pas chez Tech 3 notamment. Oui. Et il fait aussi, c'est pas du Superbike qu'il fait? Si, il a été champion du monde Superbike avant d'arriver. Il s'est illustré en Superbike avant d'aller en GP. Avant d'aller en GP, et Hayden, il est du Kentucky. Oui, voilà, Kentucky. Du Kentucky. Et on se dit à la prochaine et à bientôt. Vivement. Ciao. Ciao.